plutôt économique associé à ce livre. Alors, pour commencer, je voudrais citer un philosophe français, Roland Barthes, que vous connaissez peut-être, qui a écrit ce livre, Comment vivre ensemble. En fait, c'est un cours au Collège de France. Et dans ce livre, il pose la question, il développe le fantasme d'une vie, d'un régime social, d'un genre de vie, qui soit quelque chose d'hybride entre une d'un côté et en même temps que celle-ci, elle soit interrompue de manière régulière. Le concept important que développe Barthes, c'est le concept d'idiorhythmie. C'est quoi le concept d'idiorhythmie? Eh bien, c'est tout simplement l'idée que, du point de vue fantasmatique, il n'y a pas de contradiction entre, d'un côté, vouloir vivre tout seul, à son rythme, être complètement autonome, et d'un autre côté, ne pas vouloir être seul, vouloir être avec les autres, pouvoir s'appuyer sur les autres. Et finalement, l'idiorhythmie, c'est que chaque sujet a son propre rythme, et les individus restent en même temps reliés aux autres à l'intérieur d'une certaine structure, et la question, bien sûr, c'est quelle est cette structure? Il emploie ce concept d'idiorhythmie, évidemment, il a rapport avec la question de l'émancipation, puisqu'il parle d'un socialisme des distances. C'est-à-dire que, c'est quoi ce socialisme des distances? C'est quelque chose qui n'est pas excessivement négatif. Ce qui est excessivement négatif, c'est la solitude. Alors, les formes qu'il utilise, c'est les formes d'organisation religieuse, donc c'est l'érémétisme, ceux qui vont dans le désert, tout seul, etc. Et puis, d'un autre côté, c'est une forme qui serait une forme excessivement intégrative. Et alors là, c'est quoi? C'est le couvent dans les ordres religieux, le monastère, mais ça va être aussi la caserne, l'internat, ou alors le cauchemar absolu qui est le phalanstère de Fourier, où votre emploi du temps est organisé quart d'heure par quart d'heure. Bon, ben voilà. Et donc, du coup, ce qu'il cherche, la question qui se pose, c'est quels sont les modes d'organisation entre les deux, si on veut, quelles sont les formes utopiques, édéniques, idylliques, médianes entre ces deux pôles. Et c'est là qu'il emploie ce concept de socialisme de distance. Finalement, dans le cas de ce socialisme de distance, eh bien, il n'y a pas vraiment de contradiction entre le fait d'être autonome et le fait d'être avec les autres. On peut parler dans ce cadre d'une interaction entre les individus qui soit légère, subtile, au point qu'elle permet à chacun d'échapper au diktat de l'hétérotomie. C'est quoi le diktat de l'hétérotomie? C'est le fait d'être enchaîné au rythme social des autres. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Quel est le rapport avec ce que je vais vous raconter ici? Eh bien, le rapport est finalement assez simple. C'est tout simplement le fait qu'aujourd'hui, dans les débats sur l'écologie, on a deux pôles. On a d'un côté un pôle qu'on pourrait qualifier d'écomoderniste. Et le pôle d'écomoderniste, je vais l'exposer dans un instant, mais il pense qu'en gros, il faut prendre le contrôle des moyens de production, les réorganiser autrement et ça va bien se passer. Et puis, on a un autre pôle qui est un pôle qu'on pourrait qualifier de communisme décroissant. Et il dit, ah là là, malheureux, si seulement c'était si simple, mais la technologie qu'on hérite du capital est finalement abîme déjà les relations entre les humains et la nature, et donc il va falloir s'en défaire et réinventer un nouveau genre de technologie. Alors, qu'est-ce que ça pointe en fait? C'est le caractère ambivalent de la socialisation du travail et de la technologie. La socialisation du travail et la technologie permettent de nous permettre une forme d'abondance, une forme de richesse, un certain confort, etc. Et en même temps, cette technique et cette socialisation est quelque chose qui nous aliène, nous enchaîne au rythme des autres et évidemment abîme la nature. Donc en gros, c'est entre les deux qu'il va falloir chercher. La question qu'on pourrait se poser, c'est quelle structure éco-socialiste permettrait de dépasser la réification du capitalisme. C'est un peu ça la question. Alors, voilà les deux positions. Une position qui est développée par exemple par Coe-Seito. Coe-Seito, il dit en gros, on ne peut pas malheureusement s'appuyer sur la socialisation héritée des forces productives capitalistes. Pourquoi? Parce que dans les forces productives capitalistes, eh bien, le travailleur individuel, contrairement à l'artisan, est soumis au rythme du travail collectif et donc il est aliéné d'une certaine façon par ce travail-là. Et de telle sorte que finalement, si on veut un mode de vie véritablement différent, on ne va pas pouvoir conserver dans le post-capitalisme les forces productives héritées du capital, les technologies héritées du capital. Et donc même, il va falloir aller au point où il va falloir descaling, c'est-à-dire changer d'échelle, réduire l'échelle de la production, décroître autrement. Alors, vous voyez bien le problème, c'est super ça sur le papier, mais si on projette ça à l'échelle mondiale, c'est un appauvrissement brutal et massif. La division du travail et l'échelle élevée, c'est quelque chose qui permet d'être plus puissant. La socialisation du travail, c'est ce qui donne la puissance au niveau de production qu'on a aujourd'hui, avec ses effets destructifs, mais aussi avec ses effets d'enrichissement qui en réduisent. Si on décide de rapidement décroître d'échelle, eh bien, c'est, toute chose égale par ailleurs, un appauvrissement brutal. Et puis de l'autre côté,
on a la position des socialistes modernistes. Alors, eux, ils disent, en gros, Koei-Seito, il propose de recommencer à zéro. Ils se trompent dans ce qui est le problème majeur du capitalisme, qui est non pas la croissance, mais le fait que les capitalistes monopolisent le contrôle sur les moyens de production. Et donc, ce qu'il faut, c'est finalement socialiser ces moyens de production pour pouvoir choisir entre ce qu'on veut faire croître et ce qu'on veut faire décroître. Et finalement, le problème, c'est l'anarchie du marché et cette monopolisation par le capital, mais ce n'est pas la croissance en elle-même. Et une planification socialiste doit permettre de s'en sortir. Alors moi, je trouve qu'il faut trouver un chemin entre les deux. Voilà, je vais être un peu centriste. Je pense que chacune des deux positions est un peu illusoire. L'appauvrissement massif qu'implique la position de Koei-Seito n'est pas soutenable politiquement. Mais l'espèce d'illusion qu'il y aurait une forme de neutralité technique que suggère la position des socialistes éco-modernistes, à mon avis, n'est pas non plus adéquate. Et donc, la réflexion que je vous propose, c'est une espèce de voie étroite entre ces deux pôles. On va essayer de réfléchir de quelle manière, pour faire face et à la crise écologique et aux besoins humains, on peut trouver des institutions qui permettent de, à la fois, assumer une forme de réification et du capital. On va continuer à déployer des technologies, des formes d'organisation qui ont, dans une certaine dimension, un caractère aliénant, mais c'est la condition pour pouvoir bénéficier de la puissance productive de la coopération sociale. Mais cette coopération sociale, cette puissance productive avec son aspect aliénant ne saurait être tolérée que dans la mesure où elle est utilisée à des fins démocratiquement légitimes, premier élément. Et deuxièmement, elle doit être en même temps contenue, hein, on doit se retenir, on ne doit pas la pousser à son extrémité, de manière à respecter à la fois l'autonomie individuelle, hein, des individus en tant que travailleurs, en tant que consommateurs, mais aussi la non-identité de la nature, c'est-à-dire l'idée qu'on ne peut pas entièrement saisir la nature. Et donc voilà, l'écosocialisme, en fait, c'est un subtil équilibre à trouver, je pense, entre ces deux. Alors, je vais vous proposer de voir quatre points. Je pense qu'on aura le temps de voir un peu tout ça. Si je couperai un peu la fin, si on n'a pas le temps, on y reviendra dans les questions. Je voudrais d'abord vous proposer d'interpréter la crise écologique actuelle, la crise du métabolisme entre l'humanité et la nature comme une crise de contrôle. On va voir un peu ce que ça veut dire. Dans un deuxième temps, je voudrais reposer la question des conditions actuelles de planification et voir en quoi le développement des forces informationnelles change les débats sur la planification par rapport à ce qu'on a pu avoir au XXe siècle. Ensuite, je voudrais revisiter la question du problème de la connaissance, qui est un problème classique du débat sur le calcul socialiste qui a eu lieu dans les années 30. Et enfin, je voudrais vous donner des exemples un peu concrets de ce que pourraient être les institutions de la planification écologique au XXIe siècle. Et donc, je voudrais présenter 4 types d'institutions: la comptabilité écologique, le calcul matriciel des modes de vie, la socialisation de l'investissement et la question de la demande émancipée. Ça va? Le programme vous semble... le menu vous convient? Bon, j'espère que ça ne va pas être trop indigeste. Alors, une crise de contrôle. Alors, le concept de crise de contrôle, on le doit à un sociologue et historien de l'économie américain, James Beniger, qui parlait de crise de contrôle à propos du développement, on pourrait dire, inégal, à la fois de la puissance des systèmes de transport d'énergie et manufacturiers, et d'un autre côté, des systèmes d'information qui permettaient de les organiser. Il montre notamment comment se déploie au XIXe siècle, avec l'accélération des transports par le train, toute une série de problèmes, des problèmes liés à des accidents, bien sûr, sur le réseau, mais aussi des problèmes liés au fait qu'on perd les choses, parce que le réseau va trop vite et trop vaste, et on n'arrive pas bien à le contrôler, donc on perd des wagons, on perd des marchandises. Il y a une forme d'inadéquation. Et il pose cette hypothèse-là, il donne toute une série d'exemples pour montrer comment, finalement, cette logique du contrôle, c'est-à-dire des systèmes d'information qui permettent de maîtriser la technique et de la puissance énergétique et des machines d'un autre côté, se développe en parallèle dans le capitalisme, mais pas de manière nécessairement harmonieuse. Hein. Il y a des moments de crise, hop, les forces d'information avancent un peu plus, etc. Et donc, il dit finalement, c'est quoi une crise de contrôle? C'est une période dans laquelle les innovations dans le mode de l'information et des technologies de la communication sont en retard par rapport à celles dans le domaine de l'énergie, des transports et de l'industrie manufacturière. C'est ça une crise de contrôle. Alors pourquoi moi je remploie ce terme de crise de contrôle? Eh bien parce que je pense qu'on peut dire qu'aujourd'hui, la crise écologique que l'on connaît, hein, alors vous connaissez
sans doute cette notion de limite planétaire et de leur dépassement, hein. Alors, la question de limite planétaire, évidemment, elle est toujours un peu problématique. Il n'y a pas quelqu'un qui a écrit des limites et hop, qui sont figées, etc. C'est quelque chose qui est incertain du point de vue scientifique, il y a une marge d'interprétation, etc. C'est aussi quelque chose qui dépend de là où on se trouve. Les limites planétaires ne sont pas les mêmes en Tunisie ou au Canada. Bon, enfin, bon, bref, selon que l'on soit riche ou que l'on soit pauvre. Bon, toutes ces questions sont importantes, mais néanmoins, les limites planétaires, elles pointent à quelque chose, le fait que nos écosystèmes sont en train de déplacer les frontières qui étaient celles qui ont permis, pendant l'Holocène, à l'humanité de vivre et de se déployer de manière très forte. Et donc, il y a un risque d'accélération des dérèglements. Eh bien, ce risque d'accélération des dérèglements, enfin, risque, je pense que c'est plus qu'un risque, on voit que ces dérèglements sont en train d'avoir lieu, est quelque chose qui finalement renvoie à un dérèglement du métabolisme entre l'humanité et la biosphère, entre les activités humaines dominées par le capital et la nature. Et finalement, on peut parler à ce titre-là de crise de contrôle. Et il y a une citation que j'aime bien de William Capp, qui est un des fondateurs de l'économie écologique, qui dit la chose suivante, hein, il dit « Les transformations actuelles que l'on génère sur l'environnement ne sont plus la preuve, l'expression d'une maîtrise croissante de la nature. » Ça, c'est le programme descartien, hein, se rendre comme maître et possesseur de la nature. Cette logique de contrôle de la nature, de maîtrise de la nature, ne correspond plus à le fait qu'on affecte davantage l'environnement. Au contraire, hein, la manière dont on affecte l'environnement aujourd'hui révèle la perte de cette maîtrise de notre rapport à la nature. Et je pense que ça, c'est très important. On voit bien le programme descartien. On se rend comme maître et possesseur de la nature. La science se déploie, la technique se déploie, on fait de plus en plus de choses, on maîtrise mieux notre environnement, etc. Mais là, on arrive à un moment où on génère beaucoup plus de dérèglements qu'on ne le faisait. Et donc, notre impact sur la nature est la preuve de notre perte de maîtrise. C'est en ce sens-là qu'on peut, à mon avis, parler de perte de contrôle. Alors évidemment, perte de contrôle, c'est quelque chose qui est intéressant parce que du coup, la question qui se pose, c'est comment on fait pour contrôler. Alors, une des manières de le faire, c'est évidemment la science économique qui va proposer, c'est de réfléchir à comment on organise nos activités humaines. Et dès les années 70, Joan Robinson, elle pointait le fait que la théorie économique, la pensée économique était en crise. Alors, il y avait une première crise de la pensée économique d'après elle, qui datait des années 30, qui était le moment où il n'y avait pas de théorie satisfaisante pour expliquer le chômage de masse. Bon. Et donc, la révolution keynésienne, de son point de vue, est quelque chose qui a permis de combler ce manque. Mais, nous dit-elle, dans les années 70, il y a une nouvelle crise. Et cette crise, elle ne concerne pas le niveau d'emploi, hein, donc la question du chômage, mais le contenu de l'emploi, la qualité du travail, la qualité de l'activité économique. Et ce débat-là, elle pose finalement la question de quelle manière les activités économiques ont un impact véritable. Est-ce que c'est bien enregistré? Est-ce en particulier, dit-elle, dans quelle mesure le système de prix peut donner aux consommateurs un choix véritable entre la qualité de l'air et les voitures qu'il va conduire. Voilà. Donc, on voit bien cette idée, hein, dans quelle mesure le système économique, le système de prix est-il capable d'internaliser les externalités écologiques. Donc, elle pose ce problème-là. Évidemment, depuis, les économistes ont beaucoup travaillé là-dessus. Et le point central qui émerge dans la théorie économique, c'est l'idée du principe pollueur-payeur. Et donc, l'idée du principe pollueur-payeur, ça va être par le système de prix, en réinternalisant des externalités, eh bien, de maîtriser cette crise de contrôle que j'ai évoquée précédemment. Alors, un des exemples les plus discutés, hein, c'est la question du prix du carbone. On retrouve notamment en France un champion du prix du carbone, c'est Christian Gaulier, qui dirige l'école d'économie de Toulouse. Et en gros, qu'est-ce qu'il nous dit, Christian Gaulier? Il est super, Christian Gaulier. Si vous avez l'occasion de voir ses interviews, de lire ses ouvrages, il est vraiment tellement. Il y a une forme de candeur et de naïveté et d'enthousiasme extraordinaire, quoi. Il dit tous ensemble, allions-nous, les citoyens, les organisations de la société civile, les industriels, toutes les bonnes volontés, mettons en place la taxe carbone et vous allez voir, ça va être super. Et donc, en gros, c'est quoi l'idée de la taxe carbone? Eh bien, c'est que ça va produire des incitations telles que les entreprises, les consommateurs vont choisir des solutions pour économiser le carbone qui sont les plus efficaces. Donc, vous voyez, et au bout d'un moment, ça va produire une transformation des modes de vie. Alors, évidemment, ça joue quelque chose, hein. On sait par exemple que l'augmentation du prix du carburant, c'est quelque chose qui affecte les comportements de manière pas extrême, mais il y a quand même un impact. Donc évidemment, le signal prix joue un rôle et peut jouer un rôle.
Mais l'idée que l'on va pouvoir bifurquer du point de vue écologique à travers un nouveau système de prix, à mon avis, est erroné. Elle est fondamentalement erronée pour plusieurs raisons. La première raison, c'est d'abord que c'est fondamentalement injuste. Avec cette logique de système de prix et de taxes en particulier, eh bien, si vous êtes suffisamment riche, vous pouvez saccager la nature, il n'y a pas de problème. Et donc, ça, il y a un problème moral, à mon avis, majeur à ce niveau-là. Est-ce que c'est acceptable de polluer si on peut payer dans un moment où les conditions même de survie de l'humanité sont associées au rationnement d'un certain nombre de ressources? Donc ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, il est plus économique. C'est qu'il nous raconte une fable. Et la fable, elle est de dire que la priorité aujourd'hui, c'est d'économiser le carbone, ou plus généralement la nature, de la manière la plus efficiente possible. Bon. Sauf que le problème, c'est pas ça. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est économiser le carbone et faire attention à la nature. Si possible, de la manière la plus efficiente possible. Mais ce qui est surtout important, c'est de réussir à le faire. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de dilemme entre efficience et efficacité. Là, la priorité, c'est l'efficacité, ce n'est pas l'efficience. Il faut y arriver. Et donc, qu'est-ce qu'on observe? C'est que les taxes, ça ne marche pas tellement aussi bien que ça. Soit, en fait, c'est inefficace si ce n'est pas assez important, soit, si c'est vraiment élevé, eh bien, ça génère des crises majeures de type thérapie de choc. Donc, un exemple de ça, c'est ce qui est en train de se passer en Allemagne depuis 2 ans avec l'augmentation dramatique des prix du gaz. Il y a eu un choc industriel majeur sur l'Allemagne et qui se manifeste. L'autre, en fait, c'est l'illusion, ce que défend Gaulier, c'est une espèce d'illusion que finalement, les sociétés sont complètement élastiques et donc elles peuvent s'ajuster facilement au système de prix. Bah, pas du tout. Il y a une forme d'élasticité basse. On est pris dans des régularités, on a des habitudes, des modes de vie, non seulement nous, les individus, les consommateurs, mais les entreprises de la même manière. Et changer les structures productives et les structures de consommation, eh bien, c'est quelque chose de complètement différent que demander aux agents individuels de s'ajuster. Alors, il y a aussi une autre aporie, c'est que qui va payer pour le démantèlement? Avec le système de taxes, on voit bien comment ça peut ajuster les comportements d'investissement ou de consommation. Mais dans la bifurcation écologique, il y a d'autres problèmes qui sont des problèmes de pure perte. Il y a des choses qui vont que coûter de l'argent. Démanteler des raffineries, démanteler des aéroports qu'on a en surplus, etc. Le démantèlement, ça va être très coûteux et le capital ne sait pas payer des choses qui ne rapportent absolument rien. Donc là, il y a une socialisation obligatoire, si on veut, qui est associée à ces coûts du démantèlement. Alors finalement, je voudrais évoquer un autre point un petit peu plus technique, qui est la dimension intergénérationnelle. Et par exemple, on a Hayek qui dit qu'on n'a pas le droit, il n'y a pas de justification dans une société libre, donc pour lui, c'est une société de marché et de propriété privée, d'imposer de lier la responsabilité des individus vivants pour le futur. Pour lui, ce n'est pas très juste de faire ce lien-là. Et dans la théorie mainstream aujourd'hui, ça se traduit de quelle façon? Ça se traduit à travers l'idée d'un taux d'actualisation. Autrement dit, on peut saccager le futur parce qu'on est en train d'investir et d'inventer des choses qui font que la vie des générations futures sera vachement meilleure. Mais ça, c'est problématique. Je pense que là, il y a aussi un point un peu fondamental, moral, qui est que, en fait, ce taux d'actualisation, il revient à légitimer les destructions futures. Et une position éthique qui, à mon avis, convient mieux, est celle de dire qu'il faut, au contraire, que chaque génération restitue la biosphère dans un état qui soit aussi proche que possible, et si possible intégralement intègre par rapport à la période précédente. Alors là, il y a aussi toute une série d'éléments plus techniques qui sont intéressants, mais ils prétendent avoir une démarche scientifique, mais calculer ce taux d'actualisation est évidemment impossible. Donc, c'est une espèce de pari qui change tout. Donc, il y a une notion très arbitraire dans ce calcul-là. La démarche n'est pas scientifique. Et puis, il y a aussi une autre aporie, c'est l'idée qu'on puisse calculer le rapport entre la nature et l'humanité à travers le système de marché en confrontant la somme des préférences des individus vivants. Alors ça, tout ça peut déjà être très critiqué. Mais on peut se dire à la rigueur que la somme des individus vivants, concédons au mainstream qu'on pourrait calculer de manière efficace le meilleur usage des ressources en faisant appel au comportement des individus vivants et à leurs préférences. La façon dont ils investissent, ils dépensent, reflèterait leurs préférences et finalement nous donnerait quelque chose sur ce qui est le meilleur état du monde. Mais dès lors qu'on regarde les différentes générations, les générations futures, où celles-ci se retrouvent-elles dans les décisions des individus vivants? Elles ne sont pas là. Autrement dit, les individus vivants ne sont pas suffisants pour penser le rapport intergénérationnel. Il faut que l'humanité s'exprime d'une certaine façon en tant que collectif pour se projeter dans le temps long. Il y a une dimension qui nous dépasse individuellement.
Et ça aussi, c'est quelque chose que ne pense pas bien le mainstream. Bref, je ne vais pas m'étendre davantage. Je pense que vous êtes déjà en partie convaincu par cette critique, ou certains aspects de cette critique. Et je vais plutôt essayer d'aller vers le positif, en évoquant en fait de nouveau William Cap et cette idée que la question écologique est quelque chose de majeur du point de vue du renversement de la logique de pensée. Je viens de le montrer avec quelques éléments de critique du mainstream, et c'est ce que disait Cap, c'est que dès lors qu'on prend au sérieux les questions environnementales, eh bien on se trouve dans un nouveau monde, dans un monde dans lequel le calcul monétaire ne sert pas à grand-chose, en tout cas pas en première instance. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas comparer l'air pur d'une forêt et l'eau d'une rivière. On ne peut pas comparer le gypaète barbu et l'ismartagon. On ne peut pas comparer les baleines et la variété de plantes qui existent dans l'Amazonie. Autrement dit, il y a une multiplicité qualitative de la nature qui est irréductible au calcul monétaire. Et dès lors qu'on assume ça et qu'on veut prendre au sérieux les questions écologiques, ça veut dire qu'on doit subordonner le calcul économique à ce calcul en nature de la nature. Et ça, c'est un point central de mon argument, je vais y revenir, hein, je vous demande de retenir cette idée-là. C'est si on veut parler de planification écologique, on doit d'abord et avant tout reconnaître qu'il y a la nécessité d'avoir en premier lieu un calcul écologique en nature, c'est-à-dire qualitatif, hein, qui précède le raisonnement économique. Ça, c'est un premier élément. Alors, Cap nous dit, ben, ça, ce n'est pas une mince affaire. Dès lors qu'on a admis ça, c'est une révolution théorique, mais aussi pratique, puisqu'il faut s'organiser complètement différemment. Alors, le deuxième point que je voudrais développer, c'est l'idée des forces informationnelles. Des forces informationnelles, c'est-à-dire que lorsque l'on parle de planification, aujourd'hui, eh bien, on ne parle pas de planification de la même manière qu'on en parlait au XXe siècle. Et il y a un argument qui est développé par Charles Bettelheim dans les années 70, qui est assez intéressant de ce point de vue-là. Charles Bettelheim, c'est un théoricien de la planification, mais c'est aussi un praticien. Il a été en Chine, en Inde, il a débattu avec le Che à propos de la planification à Cuba. Il a vraiment participé à toute une série de débats théoriques, mais aussi très pratiques sur la planification écologique. Comment planifier? Avec le Che, par exemple, le Che faisait le pari que les incitations morales seraient suffisantes. Bettelheim nous disait que ça va être compliqué. Il faut quand même laisser des catégories marchandes parce que la société cubaine n'est pas prête pour pouvoir aller. Bon, bref. Un des points importants de Bettelheim, c'est de dire que le formalisme juridique ne suffit pas. On peut tout nationaliser, on peut tout changer les formes de propriété. Ça va certes changer des choses, mais ça ne veut pas dire que vous serez capable de planifier. Si on n'est pas capable de concrètement piloter les ressources, non seulement les ressources, mais aussi l'organisation du système de travail, eh bien la planification sera dysfonctionnelle. Donc ça, c'est quelque chose de très important, parce qu'il prend au sérieux la question de la connaissance et la question de l'information. Évidemment, ce qu'il nous dit, c'est que la détermination du sujet économique, c'est-à-dire le sujet qui est capable de planifier, eh bien, elle dépend de quoi? Elle dépend des possibilités de transmettre l'information, de les mémoriser, de les traiter. Et il dit en effet que finalement, les progrès réalisés dans le domaine des techniques de l'information peuvent avoir des conséquences pratiques considérables. Alors ça, évidemment, c'est quelque chose d'important, parce que la question de la planification écologique, aujourd'hui, se pose dans des circonstances très différentes de celles qu'elle se posait dans les années 50 ou 60. De ce point de vue-là, il y a davantage de possibilités planificatrices qu'il n'y avait par le passé. Un autre argument qui va dans ce sens-là, c'est l'argument développé par l'économiste Ernest Mandel. Qu'est-ce qu'il nous disait, Ernest Mandel? Il nous disait que dans le capitalisme, on pense souvent le capitalisme comme des forces de marché, le marché, etc. Mais le capitalisme, de plus en plus, ce n'est pas du tout de l'individu, c'est du social partout. Pensez un instant, dans cette salle, le nombre de personnes et le nombre de processus de travail qui sont mobilisés, qui sont liés à nous d'une manière ou d'une autre. Les tables qui sont là, le lino, les ordinateurs, les minerais qui ont été nécessaires pour faire les ordinateurs. Il y a des dizaines de milliers, peut-être des centaines de milliers de personnes qui, d'une manière ou d'une autre, ont contribué aux choses qui font qu'on peut être là dans cette salle et aux objets qui nous accompagnent. Donc, on est pris dans cette division du travail de manière extrêmement puissante. Ça, c'est vraiment une idée très importante qui est présente chez Mandel. Donc, la socialisation est là. Mais cette socialisation, elle est aussi de plus en plus une socialisation qui n'est pas seulement une division du travail par le marché, mais c'est une division du travail qui est technique, qui est une division en fait organisée dans les entreprises. Et les multinationales ont aujourd'hui des formes de planification extrêmement importantes qui se prolongent à l'échelle internationale, dans les firmes elles-mêmes et même parfois en partie au-delà des firmes. Il y a des moyens de contrôle des chaînes globales de valeur qui peuvent s'apparenter à des techniques de planification. Donc, ce que nous dit fondamentalement Mandel, c'est que le développement du capitalisme, c'est le développement de la planification privée dans les grandes entreprises. Et dans le capitalisme tardif,
les conditions de planification, de la possibilité d'une planification sociale intégrale, sont à rechercher dans les pratiques des firmes. C'est là où on va trouver les modes d'organiser finalement une planification socialiste. Alors, on a fait un travail avec deux collègues, Anna Bensusan et Cécilia Ricap, qui précisément regardent à travers les articles de l'Harvard Business Review sur un siècle, quelles sont les techniques de planification qui sont développées. Et elles changent évidemment au cours du temps. Les techniques de planification aujourd'hui sont beaucoup moins linéaires, beaucoup plus, on pourrait dire, cybernétiques, avec des effets de loupe. C'est beaucoup plus centré évidemment sur des éléments d'innovation. Donc on recherche l'innovation, la différence, plutôt que simplement de repliquer des standards. Il y a des éléments d'automatisation des décisions de management qui sont mises en place. Et au fond, l'objectif de la planification, c'est de plus en plus de contrôler la connaissance pour être capable d'anticiper sur les évolutions. Bon, mais ce qui est important, c'est que même s'il y a des transformations des techniques de planification privée, il y a de la planification privée, il y en a de plus en plus dans le capitalisme. Et donc là, il y a une source importante une ressource pour les possibilités de planification au XXIe siècle. Il y a enfin un troisième argument qui évidemment est relié, c'est la question des big data, des algorithmes. Et là, vous voyez Jack Ma. Jack Ma, c'est le fondateur de Alibaba, qui est un peu en disgrâce maintenant, mais qui était un des hommes d'affaires les plus puissants en Chine. Et il avait expliqué en 2018 que voilà, on pensait que finalement les forces de marché étaient ce qui était dominant, devait être principal, mais finalement, grâce aux nouvelles technologies et toutes les datas que l'on peut centraliser, eh bien, on va être finalement enfin capable de pouvoir saisir, trouver la main invisible du marché. Et finalement, notre perception du monde a été élevée à une nouvelle échelle. Et grâce à ces datas, on va être en mesure de planifier le marché, de le prévoir et finalement de réaliser enfin une véritable économie planifiée. Donc ça aussi, c'est intéressant, c'est de voir que du côté de la Chine, en tous les cas, cette réflexion sur la planification se pose de manière ouverte, y compris parmi les personnes les plus dans le milieu d'affaires. Alors, est-ce que ça tient la route ou pas, cette idée de Jack Ma? Eh bien, certains vont dire oui. Vous connaissez peut-être Paul Cockshott, qui est un des théoriciens il a un modèle de planification qui développe depuis plusieurs années, même plusieurs décennies, associé à l'utilisation des technologies de l'information. Et il nous dit, ben oui, on peut avoir des algorithmes qui permettent de combiner un nombre fini de techniques et avec un vecteur donné de ressources, être capable de définir le plan tel qu'on aura défini en fonction des préférences définies collectivement. Et donc, finalement, c'est possible de le faire. L'objectif proposé par M. Ma est atteignable moyennant les ressources informatiques qui sont aujourd'hui disponibles en Chine. Autrement dit, nous dit-il, la partie informatique de la planification est raisonnable. Alors, si seulement, mais ce n'est pas tout à fait ça. À mon sens, les Autrichiens ont un point. Les Autrichiens, c'est donc, vous savez, les descendants de Hayek, et qui, eux, disent, si on regarde la question de la planification uniquement du point de vue de la question du calcul des algorithmes, on passe un peu à côté du vrai problème. Et on a cet article qui répond à l'exemple de Jack Ma, qui est aussi très récent, qui dit, bien écoutez, la connaissance du marché, ce n'est pas quelque chose qui serait dispersé comme ça et qu'hop, on pourrait ramasser et mettre dans une boîte et traiter, mais c'est quelque chose qui, au contraire, est contextuel et qui se révèle au moment même des transactions de marché, et au moment même du fait que, ben voilà, on décide de faire un investissement, d'acheter quelque chose, et on ne peut pas le saisir a priori, donc on ne peut pas finalement planifier. Le technosocialisme s'avère finalement irréalisable en principe, parce que la connaissance est intrinsèquement liée est dispersée et intrinsèquement liée à la division de celle-ci dans les différents contextes. Alors, on va essayer de creuser un peu cette question, puisque là, on voit bien qu'on touche un point dur. On pourrait dire qu'au XXIe siècle, les possibilités de planifier sont bien plus importantes que par le passé. Le développement des forces informationnelles nous donne la possibilité d'être finalement, en tant qu'espèce, beaucoup plus conscients de nous-mêmes que nous l'étions par le passé, et donc de pouvoir maîtriser en tant qu'espèce davantage notre destin. Mais pour autant, cette idée qu'on puisse être capable de manière centralisée de saisir totalement le réel est illusoire. Et donc, comment on fait pour travailler un peu autour de ça? Alors, c'est l'occasion de revenir sur
le trilemme du calcul socialiste. Donc ça, c'est le débat classique qui a lieu dans les années 20 et 30 autour de la planification. Et on a finalement, à mon avis, trois positions. Une position qui est celle de Walras et Lange, qui est entre centralisation et système de prix. En gros, c'est l'idée d'une planification néoclassique. On a des marchés qui sont organisés non pas par un tâtonnement, mais qui sont équilibrés par un planificateur central qui regarde un peu ce qui se passe et qui, du coup, saisit les décisions de manière rationnelle et évite les tâtonnements, les dynamiques de crise du marché. Donc, finalement, c'est toujours un marché, mais avec une logique de planification au centre. Et éventuellement, la propriété publique. La propriété privée ne joue aucun rôle. C'est pour ça que c'est une planification qu'on pourrait dire voilà, ça peut être une planification socialiste, mais centralisée. Et donc là, on a une citation de Oscar Lange, qui était un des défendeurs de cette position. Il dit, ben voilà, maintenant qu'on a des ordinateurs, on met toutes les équations qui correspondent aux préférences et aux conditions de production des firmes dans les ordinateurs, et puis hop, on arrive tout de suite au plan optimal. Et l'avantage de ça, c'est qu'on n'a pas la dynamique de crise du marché. Bon, de l'autre côté, on a les Autrichiens et Hayek qui dit, en fait, vous fourrez le doigt dans l'œil, fondamentalement, il n'y a pas de cas où l'autorité puisse avoir davantage de connaissances que non de connaissances les individus dispersés. Et donc, finalement, autant il est possible pour les autorités de mettre à disposition du public de l'information, autant il est impossible pour celles-ci de centraliser l'information. Donc, ça, c'est la deuxième position. Et il y a une troisième position qui a été finalement un peu moins discutée dans ce débat sur le calcul socialiste. Cette troisième position, c'est celle défendue par Otto Neurath. Et il dit, ben, finalement, il doit y avoir de la délibération. Et moi, j'aime beaucoup Otto Neurath. Déjà, vous voyez, il est sympa. Enfin, ça se voit qu'il est sympa, non? Et Otto Neurath, il dit quoi? Il dit, bah, écoutez, moi, d'abord, je suis du côté de Hayek. Il faut dire que c'est aussi un Autrichien. Il a traîné du côté du cercle de Vienne avant 1914. Il y a eu beaucoup de débats sur le positivisme, ses limites, etc. Et il dit la chose suivante. Il dit, je suis l'ennemi juré de l'illusion d'une connaissance complète. Et de ce point de vue, je pense que le professeur Hayek devrait me féliciter et apprécier mon effort incessant pour détruire de telles chimères. Ça, vous voyez, c'est quelqu'un qui est un adversaire de Hayek. On n'en parlerait pas comme ça de Hayek aujourd'hui. On n'aurait pas envie d'aller chercher les félicitations du professeur Hayek. Mais lui, il prenait au sérieux les arguments de Hayek. Il disait, bah si, vraiment, je suis d'accord avec lui, il n'y a pas de possibilité de connaissance centralisée. Mais il y a aussi autre chose, nous disait Neurath. Eh bien, c'est qu'il y a aussi la nécessité d'avoir des connaissances techniques qui elles-mêmes sont impossibles à décentraliser. Autrement dit, ce n'est pas possible quand on est de disposer dans nos décisions individuelles de l'ensemble de la connaissance technique qui permettent de se comporter de manière optimale. J'imagine que certains d'entre vous, c'est là où vous est déjà arrivé de poser des questions un peu éthiques en allant consommer. En disant, bah, je vais essayer de prendre un truc qui pollue pas trop, qui exploite pas les enfants, ou je sais pas quoi. Et donc, vous êtes dans le supermarché, vous commencez, vous avez 80 produits devant vous, vous essayez, puis voilà, vous désespérez rapidement, quoi. Si vous êtes vraiment un ou une acharné, vous allez télécharger l'application Yuka qui vous donnera quelques éléments. Et dans tous les cas, vous n'aurez pas l'information et vous ne serez pas capable de la traiter vous-même. Vous êtes obligé de vous en remettre à une autorité, à une institution, à des gens qui auront passé beaucoup de temps, qui auront acquis des connaissances techniques. Ce n'est pas possible localement de mobiliser la puissance technique totale. Et donc, il y a ce besoin de centralisation. Autrement dit, la question de la planification doit se poser dans ces deux pôles-là. D'un côté, il faut reconnaître le fait qu'il y a au niveau local une connaissance qui est fondamentalement inaccessible au système planificateur. Et d'un autre côté, il faut accepter qu'on ne peut pas se passer de ce moment de centralisation parce qu'il y a des connaissances qui sont inaccessibles aux individus. Et donc, c'est là-dedans que se déploie la planification. Alors, comment planifier? Je vais arriver maintenant vers la présentation des différentes institutions. On a finalement l'idée de deux moments de la planification. Le premier moment, c'est un moment qu'on pourrait dire le moment démocratique. Alors, d'abord, pourquoi un moment démocratique? On pourrait dire parce qu'on en fait une valeur en soi. C'est-à-dire que intrinsèquement, c'est bien que la démocratie, c'est bien que je choisisse, etc. Très bien. Mais il y a d'autres raisons. La première raison, c'est que si on veut s'engager dans une logique de planification, ça veut dire qu'on s'engage sur le long terme. Donc là, il y a même une dimension un peu contradictoire. La démocratie, c'est on peut décider collectivement de ce qu'on fait, mais en même temps, la planification, c'est qu'on décide des choses qui nous engagent sur le temps long. Donc ça veut dire qu'ils contraignent nos décisions futures. Et là, vous voyez, il y a une tension sur la planification. La planification interdit, d'une certaine façon, certains éléments de la démocratie future. On bloque des choses, quoi.
Et donc, il faut beaucoup de démocratie dans le processus de planification. Pourquoi? Pour pouvoir justement tenir ces engagements. Hein, il faut donc qu'il y ait une légitimité qui soit une légitimité en béton, quelque chose qui vraiment fasse qu'il y a un rassemblement important, hein, autour d'un certain nombre d'objectifs qui nous tiennent pour le futur. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que finalement, la planification, quel est le critère pour planifier? Dans le marché, on peut dire que c'est l'efficience, chacun décide de ce qu'il préfère, et puis finalement, il y a une forme d'effet de marché qui prend la décision. Il n'y a pas ce problème-là. Mais si ce n'est pas la logique du marché, ce n'est pas la logique du profit qui décide, quelle logique doit décider? Ben, il n'y en a pas d'autre que celle de la démocratie. Hein. La démocratie est ce qui donne sens même à la planification. La planification, c'est finalement choisir entre plusieurs scénarios. Donc ça, c'est une citation de Vassili Leontief, hein, prix Nobel d'économie de 1973 ou 14, un an avant Hayek. Et vous voyez, là, il y a quelque chose qui est très important. Hein. L'idée de planification suppose la possibilité de choisir entre plusieurs scénarios possibles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout de suite, on rentre dans le moment technique de la planification. On ne peut pas tout choisir. La planification, il n'y a pas une infinité de choix. Il y a un certain nombre d'univers possibles qui existent. Et ces univers possibles, ils ne sont déterminés que techniquement. Techniquement, autour, c'est la question de la faisabilité. Dans quelle mesure c'est faisable? Hein, ces futurs possibles sont-ils faisables? Sont-ils possibles? C'est une faisabilité qui renvoie à la question écologique, les limites écologiques, on va y revenir, mais c'est aussi une limite qui renvoie aux capacités technologiques, d'organisation, etc. Et l'essence de la planification, ça va être de faire des scénarios, c'est de dire, bah voilà, on a ces différentes options et laquelle on préfère. Mais pour pouvoir choisir, il faut définir quelles sont les options. Bon, au final, hein, eh bien, la planification, c'est quelque chose, c'est un processus de bataille permanente. Là encore, vous voyez, ce n'est pas un truc tranché. C'est incertain, c'est une lutte entre deux pôles. D'un côté, un pôle technique, celui qui va permettre de définir l'espace des possibles, et d'un autre côté, un pôle démocratique, celui des personnes ordinaires qui vont exprimer leurs préférences. Et c'est la bataille entre les deux qui va permettre de générer la planification. On ne peut pas se passer des experts pour planifier, mais une planification dans les mains des experts perd son sens parce qu'elle n'a pas de sens démocratique. Alors la question que je vous propose de regarder un peu maintenant, c'est quelles sont les institutions pour planifier démocratiquement? Alors, je vais me focaliser dans le livre, on développe beaucoup la dimension démocratie elle-même, hein, il y a toute une série de chapitres sur les institutions. Moi, là, je vais vous parler plutôt de l'aspect économique, des institutions économiques qui peuvent soutenir une planification démocratique. Alors, la première institution, c'est la comptabilité écologique. Bon. À mon sens, hein, si on veut se poser la question de la planification écologique, on ne peut pas vraiment faire l'impasse sur cette dimension de comptabilité. On est dans des sociétés qui sont extrêmement complexes, on a une espèce d'empilement hein, entre le niveau local, le niveau des réseaux, le niveau des États, le niveau et des niveaux techniques aujourd'hui qui ont lieu à l'échelle méta, à l'échelle de la planète. Eh bien, il faut penser un peu l'articulation de ces différents éléments. Et en particulier, hein, ce qui a lieu aujourd'hui à l'échelle de la planète donne des éléments de quantification qui sont aussi des outils de gouvernabilité. Hein, j'évoquais tout à l'heure le fait que jamais autant, hein, dans l'histoire de l'humanité, on a été capable d'être conscient de ce qu'on était en tant qu'espèce. Alors aujourd'hui, on est conscient pour le pire. Hein, c'est finalement notre conscience d'espèce et notre conscience de notre capacité à détruire la nature, notre conscience de notre capacité à ne pas respecter les droits humains. Bon. Mais il y a finalement, malgré tout, même si de manière négative et critique, etc., il y a une conscience de cette réalité, ce que nous sommes en tant qu'espèce. Et donc, il y a des éléments de gouvernement qui ont lieu autour de ça. Alors, je vais vous donner un exemple, hein, c'est l'essor des données satellitaires. Alors, ça, c'est le nombre de satellites qui sont envoyés dans l'espace. Notamment, il y en a, vous voyez, c'est quand même spectaculaire hein, ce qui se passe ces dernières années. C'est lié aux méga constellations satellitaires. Ça va être les trucs d'Elon Musk, les trucs d'Amazon qui sont envoyés dans l'espace, qui aujourd'hui d'ailleurs polluent en partie l'espace, hein, puisqu'il y a toute une série de scintillements qui viennent troubler le ciel. Et finalement, qu'est-ce que font ces satellites? Alors, ils font plein de choses, mais une des choses qu'ils font, c'est qu'ils photographient en permanence toute la planète. Tous les jours, toutes les terres émergées de la planète sont photographiées plusieurs fois. Ça veut dire qu'en temps réel, finalement, il y a une espèce d'observation de la planète qui est disponible, en temps réel de toutes les espèces de la planète. Et il y en a qui travaillent avec ça. Je vais vous donner un exemple. Une entreprise qui s'appelle Keros, elle photographie tous les jours plus de 200 000 sites industriels. Tous les jours, plus de 200 000 sites industriels. Et en photographiant tous les jours ces sites industriels, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle mesure quels sont l'état de la production, de la consommation et du stockage de l'énergie dans le monde. Donc ça, vous voyez, c'est une information extrêmement importante.
C'est une information qui aujourd'hui, évidemment, intéresse beaucoup les financiers, parce qu'eux, ils vont faire des paris sur les prix des l'énergie et du pétrole à partir de ça. Et c'est aussi une information cruciale si on veut pouvoir maîtriser un peu ce qu'on est en train de faire à la planète. Savoir quelle quantité d'énergie on déploie, quels sont les types d'énergie qu'on déploie, et donc, en temps réel, c'est quelque chose de décisif. Et c'est plus fiable que la déclaration. Aujourd'hui, on a des éléments de déclaration sur les fuites de méthane. Ce que montrent les données Kéros, c'est qu'on a en fait de l'ordre de 3 à 10 fois plus d'émissions de méthane ont réellement lieu que ce qui est déclaré. Vous voyez, ce n'est pas une mince affaire. Donc, cette idée, c'est quoi? C'est que finalement, on va pouvoir déployer un certain nombre de technologies pour mieux comprendre ce qui se passe du point de vue de la nature. Mais ce n'est pas seulement une question technique, c'est une question avant tout de pratique sociale, et en particulier de comptabilité. Et cette notion de comptabilité, aujourd'hui, elle est extrêmement importante. Elle est très technique, il y a des débats extrêmement vifs, mais elle est très importante. Il y a en gros 2 niveaux de débat sur la comptabilité écologique. La comptabilité écologique au niveau macro, au niveau des États-nations, qui a lieu en particulier dans le cadre des ensembles de l'ONU ou à travers les organismes nationaux de statistiques. Et puis la comptabilité au niveau micro, qui sont les normes comptables qui sont déployées par les firmes. Alors, au niveau macro, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'école dominante, elle dit la chose suivante. Elle dit ce qu'il faut, c'est compter les services produits par la nature. Il faut pouvoir donner un peu quelque chose sur la valeur de la biodiversité, la valeur d'une baleine, la valeur d'un verre d'eau pur. Et donc, on va pouvoir, de cette manière-là, une fois qu'on a donné la valeur de ces services à la nature, eh bien, on va pouvoir mesurer la façon dont ceux-ci se dégradent et les retirer du PIB. Alors ça pose plein de problèmes. Ça pose en particulier 2 problèmes. Le fait qu'on peut comparer, comme je l'ai dit, des choses qui ne sont pas comparables. On compare le verre d'eau avec la baleine, ça n'a aucun sens. Mais l'autre problème, c'est qu'on va pouvoir aussi se dire, bon, OK, on a un peu dégradé la nature, mais on a fait des super investissements dans de nouvelles applications qui rendent les gens vachement heureux, donc finalement, ce n'est pas très grave, on peut compenser. Donc ça, à mon avis, ça va. Face à cette approche-là, il y a une autre approche qui est proposée par des comptables, qui est l'idée d'un inventaire permanent de la nature. C'est en particulier un auteur qui s'appelle André Manoli, qui travaille à l'INSEE, qui a proposé ce concept-là. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il faut, autant que faire se peut, compter à l'échelle du système Terre, par grands agrégats, bien sûr, avec des dimensions plus ou moins fines. La nature est inaccessible dans sa totalité. Mais néanmoins, compter la nature, ce qu'on peut en compter, et observer ce qu'on lui fait, et avoir comme point de départ celle-ci, et pas le comparer à autre chose, pas le comparer à des valeurs monétaires. Et ça, je pense que c'est extrêmement important comme élément. Pourquoi? Parce que la comptabilité écologique, elle doit commencer par ça. Elle doit commencer par l'hypothèse qu'on préserve la nature, on fait l'inventaire de la nature et on la protège en tant que telle. Et on ajuste ensuite nos comportements en fonction de cet inventaire-là. Au niveau micro, c'est un peu le même problème. Ce que nous disent les comptables des dominants, les normes financières internationales, nous disent qu'il faut absolument mieux compter l'impact écologique des entreprises. Et donc, ils déploient des normes, mais le point clé dans les normes qu'ils proposent, c'est qu'il faut prendre en compte l'impact sur l'environnement dans la mesure où cela va affecter les profits futurs de la firme. Vous voyez bien, si vous êtes capable de saccager la nature, mais que vous le faites d'une telle manière que ça ne va pas diminuer vos profits, eh bien, allez-y joyeusement. Ou même, si vous saccagez la nature, mais que ça va vous permettre de faire davantage de profits que les effets négatifs que vous aurez sur votre profitabilité dans l'avenir, ce n'est pas grave non plus. Donc là, vous voyez, il y a un problème, un problème fondamental. Donc, face à cette démarche, il y a une autre approche qui a été proposée par des comptables, notamment de AgroParisTech et de Paris Dauphine. Et eux, ils développent l'idée d'une approche CARE qui considère que les différents acteurs parties prenantes au niveau des écosystèmes, les entreprises, les collectivités locales, se mettent ensemble pour gérer les écosystèmes. Et donc, à ce niveau-là, on compte ce qu'il faut faire pour les préserver. Et donc, on a bien un calcul économique de la préservation de l'environnement, mais l'objectif, c'est de préserver l'environnement en tant que tel. Et donc, on va compter combien ça coûte d'avoir des personnes qui travaillent pour restaurer un milieu qui est abîmé, combien ça coûte de mettre en place tel type de filtre qui va permettre, etc., etc. Donc, il y a bien un calcul économique qui est fait, mais le calcul économique est fait pour préserver la nature. Et son intégrité est posée comme a priori. Ça, c'est très intéressant aussi, parce que ça permet de définir un critère économique de viabilité des entreprises. Si votre entreprise n'est pas capable de payer ce qu'il faut pour préserver la nature, eh bien, elle ne peut pas elle ne peut pas continuer à opérer. Donc voilà pour la première institution. Deuxième institution, c'est le calcul matriciel des modes de vie.
Alors, ça, c'est pour. Je vais passer rapidement là-dessus, mais ça semble peut-être un peu surprenant pour certaines et certains, mais en fait, il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui voient bien que le capitalisme est incapable de gérer la crise écologique. Et parmi ces beaucoup de gens, il y a y compris M. Derek Brower, hein, qui est un éditorialiste du Financial Times, spécialiste de l'énergie, et qui publie un papier l'année dernière dans lequel il disait le capitalisme ne sera pas capable de gérer suffisamment rapidement la transition écologique. Et pourquoi? Eh bien, parce que ça coûte trop cher. Hein, les masses financières à mobiliser sont trop importantes, de telle sorte que même des méga-fonds comme BlackRock ne seront pas capables de le faire. Et par ailleurs, il y a des coûts de coordination importants. Et puis, il faut également considérer le fait qu'il faut financer la transition ou la bifurcation dans les pays du Sud. Donc, toutes ces choses-là, donc, finalement, c'est l'État qui doit le faire et pas le capitalisme. Donc ça, c'est quand même un élément intéressant. Il y a d'autres personnes qui considèrent que le capitalisme ne va pas y arriver. En d'autres termes, c'est des technocrates français qui ont remis un rapport au Premier ministre l'année dernière, le rapport Pisani-Maffouz, et qui dit qu'en gros, il y a 3 types de stratégies pour atteindre la neutralité carbone. Il y a d'abord la tarification du carbone, on l'a vu, c'est l'histoire de Gaulier. Il y a ensuite l'idée des incitations. Vous filez des bonus aux gens pour qu'ils achètent une pompe à chaleur ou une voiture électrique. Et il dit, bah, ces deux problèmes-là, finalement, ces deux approches-là ne sont pas satisfaisantes. Elles ne sont pas crédibles pour la première, et pour la deuxième, il n'y a pas vraiment de lien entre les incitations et l'objectif. Ce n'est pas assez précis, ce n'est pas assez robuste. Et donc, la bonne méthode, nous disent-ils, c'est la planification qui permet d'avoir des objectifs quantitatifs. Mais l'élément important ici, c'est que c'est une approche secteur par secteur. On va regarder comment on fait pour diminuer dans la métallurgie, dans les transports, dans le logement, etc., etc. Et comment on va faire? Eh bien, on va regarder pour chacun de ces secteurs qu'est-ce qu'on peut faire et qui coûte le moins pour pouvoir économiser du carbone. Et puis, on va donc ajuster en fonction de la réglementation. Éventuellement, nous disent-ils, on va mettre en place une politique du crédit qui va permettre de soutenir ces efforts. Alors, le principal problème ici, et c'est d'ailleurs dans le livre un des points qui nous distingue de manière importante, c'est que l'approche qui est proposée ici, c'est une approche secteur par secteur. Autrement dit, l'approche qui est proposée, c'est de verdir l'existant. Ce n'est pas de transformer les modes de vie. Or, ce qu'il nous faut faire, hein, à mon avis, pour la bifurcation écologique, c'est bien planifier un changement des modes de vie. Et planifier un changement des modes de vie, ça implique un genre de calcul matriciel. Ça veut dire quoi, calcul matriciel? Ça veut dire tout simplement que l'on relie les différentes branches de l'économie pour arriver à un type de consommation. Autrement dit, il ne s'agit pas seulement de verdir la production automobile, mais de se poser la question de la mobilité et de voir comment on fait pour passer d'une économie qui est principalement basée sur la voiture à une économie où on aura peut-être moins de transport urbain, davantage de proximité domicile-travail, mais aussi plus de transport collectif, ou etc. Alors ça, on sait un peu faire. Hein. C'est les matricines tout à coup développées par Leontiev. Et c'est aussi quelque chose qui, avant Leontiev, avait été développé par M. Bogdanov, quelqu'un que j'aime bien. Il y a un discours au congrès des syndicats de l'Union soviétique de 1921, dans lequel, à mon avis, il formule pour la première fois les principes du calcul matriciel, qui sont cette idée justement de chaînage intersectoriel. Il faut regarder comment ça se passe entre les différents secteurs. Et il faut identifier les goulets d'étranglement pour agir de manière stratégique. Bon, mais c'est très important ce calcul matriciel. Pourquoi? Parce que c'est ça qui permet de faire des scénarios. C'est à partir de ce calcul matriciel qu'on peut se dire, ben voilà, il y a cette option-là ou cette option-là, qui sont véritablement des choses différentes en termes de mode de vie. Sinon, vous restez à l'existant et cette question des modes de vie ne se pose pas véritablement. Troisième et avant-dernière institution, c'est la socialisation de l'investissement. Alors, socialisation d'investissement, vous savez peut-être, pour certains et certains d'entre vous, que c'est un thème important au XXe siècle, mobilisé par Keynes, en fait, contre le chômage, hein, mais c'est aussi quelque chose de central dans la question du socialisme. Et alors, dans le livre, on propose une petite typologie des formes de socialisation de l'investissement qui est la suivante. D'abord, il faut bien savoir qu'il y a toujours de la socialisation de l'investissement. Il y a toujours de la socialisation de l'investissement. Pourquoi? Eh bien parce que même dans le néolibéralisme, il y a bien des contraintes qui sont mises sur les capacités qu'ont les capitalistes d'investir. Enfin, ces contraintes, elles correspondent à quoi? Elles correspondent par exemple à un certain nombre de réglementations qui autorisent à faire tel type de production et pas tel autre, enfin, tout simplement. Donc il y a bien une forme de socialisation minimale de l'investissement qui existe. Mais par ailleurs, il y a aussi une dimension publique qui a lieu. Même dans le libéralisme, il y a des éléments d'investissement public. Mais dans ce cadre-là, les travailleurs sont complètement exclus. Il y a une deuxième version de socialisation de l'investissement qui autorise une participation des travailleurs importante. C'est la version de la social-démocratie suédoise dans les années 70.
Et là, on a une participation très importante des travailleurs aux décisions d'investissement, mais cette participation elle a lieu au niveau des firmes, pas au niveau central. Et donc, finalement, l'investissement n'est pas vraiment socialisé. C'est un investissement qui est plus autogestionnaire, avec plus de contrôle collectif, mais finalement, ça se firme par firme, donc il n'y a pas vraiment de discussion, justement, intersectorielle sur la manière d'investir. Alors, il y a d'autres expériences où là, il y a de la planification, de la socialisation intersectorielle. Eh bien, ce sont les modèles développementistes, soit dans la version socialiste soviétique, soit dans la version capitaliste comme la France d'après-guerre ou la Corée, par exemple, la Corée du Sud. Là, dans ces cas-là, on a bien finalement un mode de développement, on discute du mode de développement, et l'État pilote de manière très forte l'investissement à travers soit la politique de crédit, soit la propriété publique directement. Mais là, dans tous ces cas, même dans l'Union soviétique, évidemment, la participation des travailleurs est extrêmement faible. Donc nous, ce qu'on aimerait avoir, c'est une socialisation démocratique, c'est-à-dire à la fois une discussion intersectorielle de la fonction d'investissement et en même temps une participation des travailleurs. Alors, il y a quelqu'un qui a un peu posé ces principes-là. C'est Michel Husson, un économiste français disparu récemment, qui, en 1991, c'est-à-dire au moment où il fallait avoir sacrément la foi pour défendre la planification, a publié un petit texte, 21 thèses sur la planification, qui, à mon avis, est toujours très utile. Et il rappelle que, finalement, la planification, ça vise à changer le filtre qu'il y a entre les besoins et leur satisfaction. Aujourd'hui, ce filtre, c'est le filtre du profit. Et donc, c'est quelque chose qui est le monopole des entreprises privées, des capitalistes, sur lequel on n'a pas notre mot à dire. Eh bien, l'idée, c'est que cette fonction essentielle d'investissement, eh bien, elle soit remise dans le débat démocratique, dans le commun, et c'est ce que fait la planification. Et donc, socialiser l'investissement, c'est le moyen que l'on a pour orienter l'économie en fonction des besoins. Alors, de quelle manière peut-on socialiser cet investissement? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, à mon sens, il y a 4 types d'institutions qui doivent être déployées pour faire ça. Le premier, c'est les nationalisations. Il faut nationaliser les entreprises stratégiques, les hauteurs stratégiques de l'économie. En gros, la question de l'énergie, il faut une grande entreprise de l'énergie qui soit publique, nationale. Les transports, la même chose. En grande part, il faut aussi que les grandes entreprises financières soient nationalisées. Bon, vous voyez un peu l'idée. Les grandes entreprises de travaux publics, toutes ces grosses machines qui font d'une certaine façon l'espèce de base de nos économies contemporaines, qui aujourd'hui sont très peu concurrentielles, très largement monopolistes, il faut qu'elles soient contrôlées par l'État. Ça, c'est la première dimension. Parce qu'à partir de ce contrôle d'auteur stratégique, on peut véritablement piloter, aller dans telle ou telle direction, mener dans telle ou telle direction le développement de l'économie. Bon, mais l'économie, ça ne se résume pas à ces hauteurs stratégiques. C'est pas que ces questions d'énergie, de transport fondamental, de travaux publics. Il y a aussi beaucoup d'autres choses. On voit bien que la production est très diversifiée à différentes échelles localisées. Et donc là, il faut un deuxième outil. Et le deuxième outil, ça va être la politique de crédit. Alors, la politique de crédit, c'est quoi? Eh bien, c'est en gros, contrairement aujourd'hui où les capitaux peuvent circuler comme ils veulent, eh bien, la politique de crédit, c'est en gros qu'on accorde des crédits avec des quotas et des prix différenciés en fonction des priorités qu'on a décidées. On va mettre très peu de crédits dans les secteurs qu'on ne veut pas développer. On va peut-être même tout simplement les fermer. On va mettre des crédits pour démanteler des choses. Là, ce n'est pas véritablement rentable, mais on va déployer des moyens pour le faire. Et puis, on va, à l'inverse, développer avec une politique généreuse de crédit à faible coût pour développer ce qu'on veut faire. Et donc ça, c'est très important parce que vous voyez bien que, contrairement à l'espèce de fluidité totale du capital qui se déplace en fonction des profits, là, on a des critères politiques qui décident où on met les moyens pour investir. Et là, on exerce véritablement un pilotage, une capacité à piloter. Alors évidemment, pour que ça soit effectif et qu'on sorte de la logique du capital, il faut autre chose. Et il faut en particulier une taxation très importante sur les profits. Si vous avez une capacité à continuer d'accumuler des profits massifs au niveau local, la logique du capital reprend rapidement le dessus. La condition pour que ça puisse se développer, c'est une taxation massive des profits au niveau des firmes. Bon, et puis enfin, le dernier élément, eh bien, c'est une dialectique fédéraliste de centralisation-décentralisation. On planifie l'investissement et on socialise l'investissement dans un certain nombre de grandes directions au niveau central, mais au niveau local, eh bien, on a une décision d'allocation des crédits et de pilotage de l'investissement beaucoup plus fine. Et donc, ce mouvement centralisation-décentralisation est essentiel. Centralisation pour des objectifs très généraux, et en particulier en matière écologique, il faut avoir des objectifs très généraux et très communs. Ça ne sert à rien d'être super vertueux au niveau local si votre voisin il est en train de polluer comme un malade. Voilà. Donc, il y a cette dimension qui est importante de centralisation, mais en même temps,
Ce qu'on ne veut surtout pas, c'est des monocultures techniques, c'est-à-dire les mêmes bâtiments partout, les mêmes solutions techniques partout. Et ce que l'on veut aussi, c'est que les individus puissent s'approprier les modes de production et les modes de consommation. Donc là, on veut des choses qui soient décidées le plus possible au niveau local. Et vous voyez, un des éléments intéressants, une des beautés de la politique du crédit par rapport à une planification à nature intégrale, c'est évidemment que ça permet aux producteurs de décider la façon dont ils vont développer telle ou telle production. Hein. On garde une possibilité de décider des modes d'organisation au niveau local. Et là, on peut avoir une pluralité des modes de propriété, on peut avoir des entreprises locales, des coopératives, on peut avoir des entreprises privées, bon. On peut avoir ces différents éléments. Donc voilà un peu les dispositifs. Alors, j'avais une quatrième institution, mais je ne sais pas si je prends 5 minutes pour la présenter ou si on s'arrête là. C'est peut-être un petit peu moins central. 5 minutes? Alors, la demande émancipée. La demande émancipée, ben, c'est finalement ce qui se passe en dehors du plan, qui est un petit peu, si vous voulez, au-delà de cette logique. Parce que le plan, vous voyez, cette logique, on décide, on a la contrainte écologique, on voit quelles sont les options, on choisit entre les scénarios. Une fois qu'on a choisi entre les scénarios, eh bien, on investit. Donc là, il y a une espèce de logique cyclique qui dure plusieurs années. Mais un des problèmes de la planification, en tout cas telle qu'elle a existé au XXe siècle, c'est qu'on a eu des planifications qui étaient des formes de dictature sur les besoins. L'expression, elle est de la philosophe Agnès Seller. Elle parle des systèmes soviétiques comme des systèmes de dictature sur les besoins. Et alors là, tous ceux et celles d'entre vous qui sont un peu intéressés à ça connaissent de multiples anecdotes. Bon, c'était vraiment pas rigolo du point de vue des consommateurs. Hein. Pénurie récurrente avec les gens qui font la queue pour avoir tel ou tel bien, mauvaise qualité des biens de consommation, manque d'innovation pour ces produits de consommation. Et donc, les gens à l'Est, ils regardaient beaucoup du côté de l'Ouest avec beaucoup d'envie parce qu'ils voulaient avoir un super jean ou un super Walkman, je sais pas quoi, des choses qui n'existaient pas ou qui arrivaient de manière moins satisfaisante plus tard. Et donc, ça, c'est à la fois la conséquence de la dictature politique, puisqu'on l'a vu, hein, il n'y avait pas de démocratie sur le pilotage de l'investissement, mais c'est aussi des problèmes d'incitation qui désalignaient, si vous voulez, les producteurs avec les consommateurs. Quand bien même on aurait eu une grande démocratie sur le pilotage de l'investissement, je doute qu'on aurait pu ajuster quelque chose de relativement fin du point de vue de la satisfaction des besoins des consommateurs. Donc, il faut se poser la question d'une demande qui soit mieux satisfaite qualitativement. Et fondamentalement, cette demande émancipée, elle correspond à deux logiques. La première logique, c'est trois éléments d'abord. Un élément défensif, c'est en finir avec les besoins artificiels. Donc, vous savez que dans nos sociétés, les firmes déploient une énergie considérable pour nous créer des besoins qui sont très largement aliénants. Et la publicité est le premier élément de ça. Donc, évidemment, réduire drastiquement la publicité l'encadre très fortement une condition. L'obsolescence programmée est aussi quelque chose contre lequel il faut lutter. Bon, très bien. Mais plus en positif, il y a deux éléments. Le renforcement des services publics. Le renforcement des services publics, c'est, si vous voulez, le luxe, l'abondance. On peut avoir tout ce qu'on veut dans un certain nombre de domaines. Bon, ça, c'est très important. Et le deuxième élément, c'est d'avoir des consommateurs qui soient à la fois plus intelligents, c'est-à-dire plus capables de maîtriser leur consommation, de mieux la satisfaire. Alors, je propose de cybersécurité. Alors, sur les services publics, quand même, je veux rappeler ça parce que c'est une vieille histoire, les services publics, mais c'est quelque chose qui est vraiment fondamental et très largement émancipateur. C'est quoi les services publics? C'est quelque chose qui répond, c'est la santé, l'éducation, les infrastructures, etc., mais ça répond fondamentalement à des besoins qui sont reconnus socialement comme essentiels, dont on ne peut pas se passer. Et c'est des besoins que l'on va de toute façon devoir satisfaire. La consommation d'eau, le besoin de chauffage, le besoin d'éducation, l'élasticité, elle est faible. Le prix peut changer, mais finalement, on a vraiment besoin d'y aller. Et donc, l'idée des services publics, c'est de donner à tout le monde accès à ces services-là, moyennant soit gratuitement, soit avec un prix qui est très fortement réglementé. Par exemple, on peut dire les piscines, on peut avoir un prix qui est très subventionné, mais il y a quand même un petit. Donc, si on a ce type de satisfaction, c'est qu'on a une socialisation des coûts, et donc on finance soit par l'impôt, soit par les cotisations sociales, mais le point essentiel, c'est que le paiement est l'accès est déconnecté des besoins individuels. C'est quelque chose qui se fait directement au niveau collectif. Et c'est quelque chose qui, dans bien des cas, est plus économique. En particulier, on le sait dans le domaine de l'assurance santé, les systèmes de type centralisé, de type sécurité sociale, coûtent beaucoup moins cher en gestion que les systèmes privés. Pourquoi? Parce que vous répliquez les mêmes tâches un très grand nombre de fois, alors que c'est des choses très standardisées. Alors, fondamentalement, la logique des services publics, elle est très émancipatrice parce qu'elle permet d'aller vers une satiété de la consommation. Et elle permet aussi d'avoir une satiété de la consommation qui soit mesurée en fonction de ses contraintes écologiques.
Et pourquoi? Parce que cette satiété de la consommation, c'est finalement se dire de quoi a-t-on besoin pour ces éléments essentiels. Et une fois qu'on l'a, ben, on n'a pas besoin de plus. C'est vraiment cette chose. Et je voudrais insister sur son caractère extrêmement émancipateur. Parce que c'est quelque chose qui est extrêmement, comment dire, qui soulage beaucoup les destins individuels. Si on est sûr de ne pas avoir de problème, d'être sûr de pouvoir se loger, être sûr de pouvoir se soigner, être sûr de pouvoir éduquer ses enfants, je veux dire, mais quel soulagement, hein. Et donc, cette dimension de libération de la charge cognitive et émotionnelle qui est associée au stress de ne pas pouvoir satisfaire ses besoins essentiels est un des caractères émancipateurs majeurs des services. Bon, et là, vous voyez, on est très immédiatement dans la planification, puisque on a ces besoins, on les quantifie à l'échelle de la population, on les déploie, et on fait ça aux différents niveaux. La deuxième logique est très différente. C'est la logique de consommation, comme on l'attend, hein. C'est la logique de « Ah, j'adore ce truc-là, vraiment, j'en ai envie, ça me fait plaisir. Je suis un fan d'escalade, et ben voilà, ou de canoë. Je voudrais vraiment ce canoë-là, et pas celui-là, et hop, et je suis les magazines de ce truc-là. » Bon. Et je veux dire, un très grand nombre de nos contemporains, peut-être beaucoup d'entre vous, ont une passion, un truc qui est associé, ou une envie, vous êtes des victimes de la mode, que sais-je, qui fait que vous avez un rapport à la consommation très exigeant. Bon, voilà. Et aussi, c'est quelque chose auquel vous tenez. Bon. Donc, qu'est-ce qu'on en fait de ça? C'est quelque chose que les socialistes ont assez mal pris, hein. À mon avis, une des manières de mieux le prendre en compte existe déjà un peu, c'est tout ce qui concerne la consommation collective et plus consciente. C'est les AMAP, hein, peut-être, je ne sais pas si ça s'appelle AMAP ici. Mais en gros, c'est des coopératives de consommation. En gros, vous vous réunissez avec vos voisins et puis vous allez voir un groupe de paysans et puis vous vous mettez d'accord avec eux et vous stabilisez un peu ça. Vous êtes sûr qu'ils font des trucs de bonne qualité, qui sont bio, machin. Bon, des fois, c'est pas exactement ce que vous voulez, mais vous allez manger plus de carottes que vous en mangerez autrement. C'est pas grave. Parce que vous êtes content, voilà, vous avez une consommation qui est plus consciente. Et ça peut marcher pour un certain nombre de trucs. En particulier, l'agriculture, on peut avoir des circuits courts. Ça dépend où, mais bon, on peut avoir un peu de ça. Mais dès lors que l'on parle des produits manufacturiers ou des services un peu compliqués qui sont comme les services numériques, c'est impossible d'avoir ça. Et donc, se pose la question d'avoir une forme de consommation collective à l'échelle de quelque chose qui est distant, hein. Parce qu'après tout, si vous êtes fan d'escalade, ce qui va vous intéresser, c'est d'avoir l'avis de quelqu'un qui est dans les Alpes et quelqu'un qui est dans les Rocheuses, hein. Et s'il est bon et s'il connaît bien les trucs sur les baudriers et tout ça, vous en moquez qu'il soit loin de chez vous. Ça, évidemment, le numérique le permet. Donc, c'est pour ça qu'on évoque l'idée de cyber-soviet, c'est de faire émerger des formes de consommation collective associées à des consommateurs experts, mais qui soient déconnectés de l'impératif des firmes. Aujourd'hui, cette connaissance, elle est mobilisée par les firmes. Il y a toute une série de processus par lesquels les firmes elles s'approprient la connaissance des consommateurs en vue de leur stratégie de profit. Et bien là, l'idée, c'est par la réglementation ou par la mise en place de ces cyber-soviets, plutôt que d'avoir de la publicité, de mettre en avant ces consommations expertes des individus. Et on s'appuie dans le livre sur un cas qui est un peu paradoxal, hein, c'est le cas de Pinduoduo ou Temu, ce qui est vraiment le pire du consumérisme actuel, hein. C'est une société de consommation de type Amazon, mais qui vient de Chine, mais qui a une particularité qui est la raison pour laquelle nous sommes. Donc, je ne vous dis pas pourquoi c'est horrible. On est d'accord, c'est horrible, mais c'est pour économiser du temps, je ne vous dis pas pourquoi c'est horrible. Je vous dis juste le truc qui m'a intéressé. Le truc qui nous a intéressé, c'est qu'en fait, sur Amazon, vous voyez, ils essayent de faire matcher votre consommation avec celle des autres individus. Donc, ils regardent ensemble qui a votre âge, qui a le même parcours de consommation, puis ils vont vous dire, bah, ça, c'est pour vous. Ben, Pinduoduo, ils font pas ça. Ils disent en fait, c'est trop coûteux et de plus en plus, c'est manipulé par les producteurs. Donc, on a du mal à avoir d'informations de bonne qualité. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils s'appuient sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, ils essaient de faire en sorte de vous faire consommer avec vos amis. Et donc, ils vous encouragent à partager vos consommations et à exprimer donc les valeurs qui sont celles du milieu social dans lequel vous êtes. Alors, évidemment, c'est très aliénant puisque c'est sous les genoux de la firme, etc. Mais pour nous, qui voulons valoriser la capacité des gens à agir collectivement, là, il y a quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire, finalement, on peut avoir des valeurs communes et les exprimer dans une consommation qui ne soit pas une consommation individuelle, mais qui corresponde à ces valeurs communes. C'est un peu ça l'intuition. Bon, j'ai déjà été très long, donc je vais m'arrêter ici. Et je vous remercie pour votre attention. Merci. Puis, merci beaucoup pour la présentation. C'était très riche, très dense, à l'image du livre aussi. Mais c'était super intéressant. Je pense qu'on a beaucoup de questions, probablement. Moi, je propose de commencer par une question avant d'ouvrir à la salle. C'est peut-être pour aller sur un terrain un peu qu'on n'a pas trop abordé ou un peu moins abordé, plus le côté écologie.
Puis justement, cette question de crise de contrôle. Donc, je vous dites, tu dis, dans le fond, c'est pas en ce moment